Rina Bassis, c'est vrai que quand on regarde les propositions américaines, on se dit, bon, il y a quelque chose de concret qui est sur la table sur différents points. Et puis ce matin, on entend le Premier ministre israélien qui dit non à un État palestinien. C'est sa position, on le sait, mais il ne l'a pas dit hier. Du coup, ce matin, on se dit, c'est quoi ce plan américain? C'est un plan pour rien? Non, ce n'est pas un plan pour rien. Mais il faut en fait lire tout cet article 19. Et cet article 19, il commence par une autre chose. L'article, en fait, commence après, quand déjà le développement de la bande de Gaza sera entamé et que les réformes de l'autorité palestinienne sont aussi entamées, en ce moment-là, va s'ouvrir cette voie vers, justement, l'État palestinien. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas se faire ni demain, ni après-demain, ni dans quelques mois. Le développement de la bande de Gaza, c'est un processus qui va prendre des années. Donc, je pense que cet article était écrit de cette façon, justement, pour laisser Benjamin Netanyahu cet espace de deniability, comme on dit en anglais. Et il faudra quand même, lui, il va rentrer maintenant en Israël, il va présenter ses plans à son gouvernement, y compris ces deux ministres d'extrême droite qui s'opposent à toute cette idée, et bien sûr qui s'opposent à l'idée d'un État palestinien. Et pourtant, pour mettre ces plans en marche, pour commencer, pour arrêter la guerre, pour relâcher les otages, ce n'est pas pour tout de suite l'État palestinien. Et donc ça, c'est une étape qui est beaucoup plus tard. Donc on sépare, selon vous, pardon, mais que ce soit bien clair, il faut séparer la position d'Israël qui serait pour ce plan américain, celle de Benjamin Netanyahou, de cette déclaration ce matin sur l'État de Palestine, parce qu'il faut la comprendre dans un deuxième temps, et donc c'est pas censé agir sur le plan américain? Oui, je crois que c'est pas censé. Il y a des choses très urgentes qui vont se passer dans les prochains jours si jamais vraiment Hamas accepte ces plans qui vont se dérouler. Cet article 19 et aussi l'article 20 qui parle aussi de dialogue entre Israël et Palestiniens, ça, ce sont des choses qui vont se dérouler beaucoup plus tard, à une autre temporalité. Et probablement avec un autre gouvernement israélien. Est-ce que vous partagez cette analyse, Thierry Garcin? Est-ce que vous dites, en fait, oui, les déclarations de Benjamin Netanyahou sur l'État de Palestine, ça ne fait pas forcément péricliter le plan de paix américain? Le Premier ministre israélien est tout à fait dans sa logique, c'est-à-dire il n'y aura jamais d'État palestinien. Je crois qu'il faut le croire, et ça, c'est très, très important. Alors, il est obligé de faire des concessions ce matin au reste de son gouvernement, et ce qui frappe, la chose importante à dire dans cette affaire-là, c'est que c'est un plan, certes, américano-israélien. Israël, plus ou moins contraint et forcé. On l'a vu qu'ils ont fait même amende honorable pour l'attaque contre le Qatar. Je pense que les États-Unis leur ont un peu forcé la main, mais c'est surtout un plan américano-américain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a pour nous, en sciences politiques, en géopolitique, il y a deux précédents fâcheux de la part des États-Unis lorsqu'ils commandent la paix. Et c'est la Bosnie-Herzégovine en 1995 avec éviction des Européens. Et deux, c'est évidemment l'Irak 2003 qui a abouti à une très longue et cruelle guerre civile en Irak. Et là, qu'est-ce que vous craignez du coup avec ce plan américain-là? Ce que je crains, c'est que ça ajoute du désordre au désordre, parce qu'il y a, la question d'Israël et de la solidité du gouvernement israélien actuel, avec ses suprémacistes, ses extrêmes droites, etc. Et puis deux, il y a aussi, ce qu'il faut dire, c'est quand même le côté très changeant du président Trump. On l'a vu sur l'Ukraine, on l'a vu sur Gaza, on le voit sur la Chine, on le voit ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'il dit aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'il dira après-demain. Il faut faire très attention. C'est un homme très sinusoïde et capricieux. Donc, on ne peut pas savoir quelles sont ses relations avec Israël dans les semaines, les mois à venir. Ce qui est sûr, c'est c'est une sorte de coup de poker. Mais encore une fois, il n'y a aucune garantie des Nations Unies dans cette affaire-là. C'est vraiment, pour être polémique, c'est un plan américano-américain. On en a vu tellement de plans sur la Palestine depuis si longtemps. Christophe, est-ce que vous êtes d'accord aussi sur le côté plan américano-américain et prudence autour de celui-ci? On abordera la question du Hamas dans un instant parce que c'est aussi une interrogation, mais là vraiment sur la proposition de ce plan, ou est-ce que ça peut être cette fois-ci un réel espoir? On est dans une proposition de plan de paix avec effectivement pas un point,
20 points différents. Ça veut dire que s'il y en a un qui capote, on remet en cause finalement tous les autres. Vous vous rendez compte de la complexité? On n'a rien signé. Il n'y a pas des accords de paix qui ont été signés. Les armes continuent à frapper en ce moment dans la bande de Gaza. Il y a toujours des civils qui continuent à être tués. Et il y a surtout des otages qui sont toujours dans les mains du Hamas. Donc non, pour l'instant, on est sur un accord dont Israël doit pouvoir le ratifier. Et c'est seulement ensuite que le Hamas pourra accepter. Et d'ailleurs, le Hamas, pour l'instant, ne s'est toujours pas prononcé. Donc, il y a énormément de questions, d'interrogations totalement légitimes, mais on est encore loin d'un cessez-le-feu, d'une libération d'otages, bref, d'une vingtaine de points qui sont extrêmement compliqués à mettre en place. Vous disiez à l'instant, si un point n'est pas respecté ou pas voulu, tout peut exploser. Quand on entend ce matin Benjamin Netanyahou, et ça faisait partie de ce qu'on vous a passé il y a quelques instants, nous dire que finalement l'armée israélienne, et là je le cite, restera dans la majeure partie de Gaza. On a le sentiment quand même que ça contrevient au retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza qui est inscrit dans ce plan américain. Ça, c'est quoi? Comment on l'analyse, Rina Bassiste? Est-ce qu'on l'analyse, encore une fois, dans une manière de Benjamin Netanyahou de dire « j'accepte, mais en fait, je ferai quand même ce que je veux ». C'est pas ça. Je crois que j'accepte, mais il faut que je trouve un moyen pour expliquer que je signe sur ce document. Il faut que je l'explique à mes partenaires d'extrême droite. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse que si un article capote, ça détruit tous les... Pourquoi? Parce que dans ces 20 points, il y a des points qui sont pour maintenant, qu'il faut réaliser tout de suite. Donc, il y a les otages. La libération des otages dans 72 heures. Tsahal doit commencer à se retirer. Donc ça, c'est des choses très concrètes qu'il faut les voir sur le terrain tout de suite. Le désarmement de Hamas aussi. Parce que les retraits de Tsahal et le désarmement de Hamas, bien sûr, ça doit c'est donnant-donnant. Ensemble. C'est donnant-donnant. Après, il y a beaucoup d'autres articles qui donnent une vision beaucoup plus grande. Comment il faut réhabiliter Gaza, il faut construire une zone économique, il faut développer toutes sortes de moyens, justement, comment ça va aller pour l'aide humanitaire. Il y a des choses qui vont prendre du temps, qui ne sont pas dans l'immédiat, dans les 24 heures, dans les 72 heures. Et bien sûr, aussi, on a évoqué la question de l'État palestinien et le dialogue. Il y a aussi une question d'un dialogue interreligieux. C'est aussi pas quelque chose, c'est pas si urgent que le relâchement des otages. On est sur des niveaux très, très différents. Donc, moi, je pense aussi pour les Gazaouites, il y a une urgence de résoudre la situation à Gaza. Et c'est pas la même urgence qu'arriver à un État palestinien, même s'il faut y arriver à un certain moment. Donc, c'est un plan qui est composé des éléments qui sont de niveaux extrêmement différents, d'une urgence extrêmement différente, et ça laisse un peu une sorte de marge de manœuvre pour Benjamin Netanyahou, justement, à dire à ses partenaires d'extrême droite, mais regardez, c'est pas pour tout de suite, on va parler dans 5 ans, on va parler dans 10 ans de ça, on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Donc Benjamin Netanyahou serait dans une position où il cherche entre guillemets à ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire à accepter ce qui peut être fait dans l'immédiat, mais à ménager la partie d'extrême droite de son gouvernement. Ça voudrait dire que ce plan pourrait être considéré comme assez ouvert pour que ça convienne à plusieurs personnes. Est-ce que ça peut convenir au Hamas? C'est la question aussi qui va se poser, parce que vous le disiez, Christophe, pour l'instant, ils n'ont pas réagi. Je voudrais qu'on regarde la réaction d'Emmanuel Macron, qui a fait référence, comme plusieurs dirigeants du monde, justement à ce plan qu'il a salué, et au Hamas. Il faut que le Hamas suive ce plan, dit le président français. Le Hamas n'a pas d'autre choix. Ce sont les mots utilisés par Emmanuel Macron. Est-ce que ça, aujourd'hui, Thierry Garcin, c'est le sentiment que vous partagez? Le Hamas n'a pas d'autre choix et donc il va forcément finir par dire oui. Il est dans un état d'une très grande faiblesse sur le plan militaire et sur le plan politique et sur le plan régional, parce qu'il faut rappeler aussi que le Hamas a contre lui une très grande partie des dirigeants arabes. Et des dirigeants arabes que le président Trump, hier, a globalisé en disant qu'ils étaient tous d'accord, arabes et musulmans non arabes. En fait, c'est tout à fait faux, parce qu'il y a quantité de situations dans le monde arabe très différentes. Regardez la Libye, regardez l'Algérie, regardez la Syrie, regardez l'Irak. C'est plutôt les pays du Golfe qui ont intérêt, finalement, à rejouer d'une autre façon les accords d'Abraham, qui avaient été signés en 2020 grâce aux États-Unis, mais là aussi, qui étaient des accords américano-arabes. Oui, mais justement, ces pays-là qui vont être
être d'accord sur ce plan américain, est-ce qu'ils ont un moyen de faire pression sur le Hamas pour que le Hamas l'accepte? Parce qu'on sait que si le Hamas n'accepte pas ce plan, Israël n'ira pas. Non, le Hamas, objectivement, a intérêt à l'accepter, puis après, à compliquer la situation. Ça, c'est sûr. Et paradoxalement, c'est pas une contradiction, le Premier ministre israélien a intérêt à ce que le Hamas refuse. Et personne ne dit cela pour finir le travail. Je trouve tout à fait étonnant qu'on ne commande pas assez dans la presse cette expression « finir le travail ». Il y a eu 66 000 morts, etc. Et ça n'excuse pas du tout, évidemment, les horreurs commises par le Hamas le 7 octobre. Le 7 octobre 2023. Mais je trouve que là, il y a une négation, c'est plus profond que ça, il y a une négation du droit international dans tous les sens, et par Israël depuis très longtemps, des décennies, et par les États-Unis. C'est-à-dire, on est dans un vide juridique, en fait. Eh bien, figurez-vous que cette émission est bien faite parce que vous venez de parler de ce dont on va parler juste à présent. On va écouter justement Benjamin Netanyahou sur ses propos que vous relatiez à l'instant et sur le côté on va finir le travail si jamais en fait le Hamas dit non. Voilà les propos du Premier ministre israélien. Si le Hamas refuse ce plan, Monsieur le Président, ou s'il l'accepte, puis ne tiennent pas leur parole, le contrecarrent, alors Israël finira le travail seul. Cela peut être fait dans la douceur ou dans la brutalité. Mais cela sera fait. Nous préférons le faire dans la douceur. Il faut atteindre tous nos objectifs. Là, Christophe, le risque, c'est quoi? C'est qu'un plan de paix soit finalement une justification à la continuité de la guerre? Oui, c'est l'ambiguïté stratégique aussi de ce genre d'accords de paix qui sont vus comme une tentative réelle de trêve. Et ça, bien évidemment, le monde entier le salue, Emmanuel Macron aussi et la majorité des pays. Mais c'est aussi un instrument, ça peut être aussi vu comme un instrument politique pour justifier et offrir à Benjamin Netanyahou une justification pour prolonger justement cette guerre, tout en donnant l'impression de chercher la paix. Et c'est finalement là le risque dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Je vous ai d'ailleurs ramené la une de Libération. Ils ont toujours des titres assez évocateurs et qui expliquent tout. Ils parlent de l'heure de la paix, l'heure, pas l'heure temporelle. Ouais. L'heure comme un leurre, justement, parce qu'on voit bien qu'au-delà des mots, il y a aussi les actes et que là encore, ils vont être difficiles à mettre en œuvre. Et pendant qu'on évoque cette question, justement, on apprend par l'AFP qu'une source palestinienne aurait confirmé à nos confrères de l'AFP que le Hamas serait en train d'examiner le plan de Donald Trump pour Gaza. Tout ça est évidemment au conditionnel et tout ça, on va voir comment ça se précise au fur et à mesure de la journée ou des prochains jours. Rina Bassis, sur cette question qu'évoquait à l'instant Thierry Garcin et Christophe Gascard, d'un plan de paix qui finalement pourrait servir et un camp et l'autre, Israël comme le Hamas, à justifier la continuité de la guerre. C'est le risque, effectivement? Bon, on a vu ici les propos de Benjamin Netanyahou, mais le président Trump avait exactement les mêmes propos. Quand il a commencé son discours, il a dit exactement la même chose. Il a dit, si Hamas refuse, moi je vais soutenir Benjamin Netanyahou dans son projet de continuer la guerre. Mais dans les mots utilisés... Donc effectivement, cet risque est là. Et pour l'instant, Tsahal est tout autour de la ville de Gaza, est prêt à lancer cette opération qu'Israël prépare depuis des semaines. Donc, le risque est là, mais c'est aussi peut-être un moyen de pression sur Hamas pour dire, écoutez, le risque est vrai, le choix est à vous. Un renvoi de responsabilité. Ou la guerre va continuer jusqu'au moment où Hamas sera terminé. Mais la vraie difficulté, c'est lorsque l'on parle du Hamas, on parle de qui en fait? Parce que c'est un groupe terroriste qui effectivement a toujours des otages en main, mais dont on sait que leur capacité militaire effectivement est extrêmement affaiblie, mais leur capacité politique aussi. Donc on a aujourd'hui l'Égypte, le Qatar qui servent de médiateurs, mais on sait aussi qu'Israël a frappé sur une base de Doha, justement à un endroit où il pouvait y avoir des médiateurs. Donc ça reste extrêmement compliqué. À qui on parle lorsque l'on parle au Hamas? Oui, on sait aujourd'hui, lorsqu'on parle à Israël, c'est Benjamin Netanyahou et une coalition d'extrême droite et qui a d'ailleurs salué ce plan comme un échec diplomatique retentissant.
Mais lorsque l'on parle du Hamas, moi, je ne connais pas exactement qui va prendre la décision de dire au nom du Hamas, on refuse ou on accepte ce plan. Thierry Garcin, vous direz. Christophe a très bien dit tout à l'heure l'ambiguïté et la fragilité de ce plan de paix qui n'est ni acquis, ni forcément définitif. Et puis il y a quand même quelque chose dans les relations internationales qu'on oublie toujours et encore plus au Proche-Orient et au Moyen-Orient, c'est ce qu'on appelle le rôle de l'événement. C'est-à-dire qu'après tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre de la part d'Israël, des massacres à caractère génocidaire qui ont été largement commentés, qu'est-ce qui va se passer dans la jeunesse des Gazaouis, c'est-à-dire dans les années à venir, le rôle hélas, ce qu'à Dieu ne plaise, le rôle des attentats, du terrorisme, etc. Vous voulez dire que ça, c'est un risque futur dont on oublie de parler parce qu'on se concentre sur un plan de paix, mais sans penser à ces conséquences-là, par exemple. À ces conséquences-là, notamment pour la jeunesse gazaoui, et Dieu merci, j'espère que ce ne sera jamais le cas, et d'autre part, on dissocie artificiellement la situation de Gaza, puisque c'est l'actualité, c'est tout à fait normal, de la question de la Cisjordanie. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un déni de réalité de la part d'Israël dans ces territoires où il n'est pas chez lui, à nier, je dirais, non pas même l'État palestinien, mais la cause palestinienne. Il y a là une sorte de cécité volontaire. Et c'est très difficile d'avoir raison tout le temps contre tout le monde. Il y a quand même dans la communauté internationale, majoritairement, une question qui se pose, c'est la question de l'État palestinien. Et je ne vais pas vous faire un cours, mais la question de Gaza est une question qui est maudite par les dieux. C'est-à-dire que administration égyptienne de 48 à 67, occupation israélienne, ensuite la victoire du Hamas aux législatives de 2006, la guerre civile intra-palestinienne de 2007, en 93, on leur dit aux Palestiniens, vous aurez peut-être et sans doute un État palestinien en 99, et le Quatuor en 2003 leur dit, vous aurez vraisemblablement un État palestinien en 2005. Je pense que là, ça relativise beaucoup ce qui s'est passé hier. C'est sûr qu'on voit toute la complexité, on ne cesse de le dire, mais de cette question palestinienne. Néanmoins, quand on écoute Donald Trump, alors oui, vous l'avez souligné, si jamais le Hamas refuse ce plan, Israël continuera et Trump soutiendra Israël. Ça a été dit très clairement par le président américain, mais qui pense aussi que lui, il peut y arriver. Rappelez-vous, d'ailleurs, qu'en toile de fond, il se rêve prix Nobel de la paix. Écoutez. Nous sommes très proches. Et je veux remercier Bibi pour avoir fait le travail. Nous avons bien travaillé ensemble. Nous allons travailler avec la nouvelle autorité de transition à Gaza. Toutes les parties seront d'accord sur un calendrier pour que les forces israéliennes se retirent. Cela se fera par étapes. Il n'y aura plus de tirs, nous l'espérons. S'il n'y arrive pas, eh bien, Israël aura le droit absolu et aura le soutien des États-Unis. Israël aura mon soutien pour finir le travail visant à détruire la menace posée par le Hamas. Christophe Gascarena Bassis, quel rôle on voit que Trump est en train de prendre justement en affirmant, en officialisant ce plan avec, on se rappelle, je le disais, derrière, en fond de mémoire, en fond de cerveau, l'idée qu'il veut devenir prix Nobel de la paix. Oui, la temporalité, c'est importante. Le 7 octobre, c'est donc pour bientôt. Et du 6 au 13 octobre, dans la même période, ce seront les prix Nobel. Prix Nobel de physique, prix Nobel de littérature et prix Nobel de la paix, ce sera le 10 octobre prochain. On sait qu'il le souhaite plus que tout. Il a une frustration vis-à-vis de Barack Obama. Il l'a d'ailleurs rappelé encore une fois lorsqu'il était à la tribune de l'ONU. Donc il y a peut-être cette volonté de tordre le bras vraiment à dire à Benjamin Netanyahu pendant 15 jours, en gros tu me donnes cette 8e paix, parce qu'il a dit qu'il avait réussi à arrêter cette guerre. Donc la temporalité est importante, elle va être assez intéressante à observer. Est-ce que finalement une sorte de pause de combat pendant quelques temps, quitte à ce que la guerre reprenne après, à savoir si Oslo et en l'occurrence les prix Nobel vont donner le prix Nobel de la paix, on n'en est pas là, mais c'est une institution qui est aussi qui pourrait réserver des surprises. Sur la temporalité, Rina Bassist, et le fait que les États-Unis puissent réellement ou pas tordre le bras de Benjamin Netanyahou. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Christophe a dit. C'est pour cette raison, en fait, qu'on utilise ici, depuis hier, tout le temps le mot paix. Or, ce n'est pas du tout un plan de paix. Il n'y a pas un traité de paix ici entre les Israéliens et les Palestiniens. Il s'agit
pas du tout de ça. Il s'agit de la libération des otages. Il s'agit d'arrêter les hostilités, tous les bombardements sur les Gazaouites. Et il s'agit que Hamas ne va plus gouverner la bande de Gaza, qu'il sera démilitarisé. Et tous ces éléments, ce n'est pas du tout un plan de paix. Mais c'est important pour Trump d'avancer ça, de donner ce titre, de dire c'est moi le faiseur de la paix, je mérite ça, j'ai ce rôle-là dans le monde, regardez-moi, je suis en train de le faire. Et donc effectivement, Netanyahou, il est très conscient de ça. Et la dernière fois qu'il était à la Maison-Blanche, c'est lui qui a proposé son nom. Il lui a remis le courrier. Il y avait cette lettre, même si cette lettre était un peu en retard par rapport au calendrier de la comité de prix Nobel. Mais il y avait un geste très symbolique de sa part. Regardez, vous voulez le prix Nobel de la paix, je suis à votre côté. On va faire ce qu'on peut pour vous satisfaire. Merci à tous d'avoir été avec nous pour décrypter à la fois ce plan proposé par les États-Unis et le contexte très important, bien évidemment, qui l'accompagne.